3 qu'on verra en juillet sur les premières erreurs méthodologiques qu'on a pu constater dans les premières validations et que du coup, on va essayer de travailler pour vous donner les bonnes solutions pour leur résolution. Voilà. Le support de cette présentation et l'enregistrement du webinaire seront disponibles sur le site de la TIH dans les prochains jours. Dans ce module 1, on va rappeler un petit peu le processus du traitement ENC. On va contrôler le découpage analytique, enfin, on va vous donner quels sont les contrôles de votre découpage analytique, les contrôles liés aux données ARCAN, aux données Aramis et les contrôles de cohérence sur les données d'activité. On va commencer tout de suite avec le rappel du processus. Du coup, quand vous faites votre traitement, vous avez des données sur Arcan, des données sur Aramis que vous allez transmettre sur la plateforme IENC. Et sur la plateforme IENC, quand vous êtes connecté, vous pouvez commander un traitement. Du coup, quand vous commandez un traitement, c'est évidemment pour pouvoir voir vos données traitées d'une manière différente que ce que vous avez pu faire en mettant des fichiers Aramis sur la plateforme et un classeur Arcan. Vous allez avoir du coup un appariement de vos données entre les deux et vous allez donc avoir des tableaux de contrôle qui vont vous permettre de vous autocontrôler sur ces données que vous avez transmises. Du coup, c'est l'objet de ce webinaire, hein, c'est justement d'arriver à se contrôler. Si vous voyez qu'il y a des erreurs sur vos tableaux de contrôle, donc on va le voir ensemble, hein, lesquels, comment vous allez les identifier, eh bien, il va falloir évidemment corriger ces données. Donc, vous commandez via le site, la plateforme IENC. Vous avez vos tableaux de contrôle, vous les regardez, vous voyez qu'il y a des erreurs, donc eh bien, vous les corrigez évidemment et sur Arcan et sur Aramis le cas échéant, et puis vous recommandez un nouveau traitement, etc. Si les données sont satisfaisantes, à un moment donné, eh bien, vous allez pouvoir valider. C'est donc du coup un bouton qui est en dessous et vous allez pouvoir valider et à ce moment-là, votre superviseur va pouvoir avoir accès à vos données validées. Alors, c'est ça l'autocontrôle hein, qu'on vous demande de faire, c'est-à-dire avant de valider, commander un traitement de façon à regarder vos tableaux de contrôle et pouvoir corriger autant que faire se peut avant de valider. Au niveau des ressources documentaires, pour vous aider et dans la lecture des tableaux de contrôle et dans la méthodologie, il y a du coup pas mal de documentation qui sont au niveau de IENC. Vous pouvez y accéder en accès rapide. À droite de votre écran, il y a accès rapide avec, vous cliquez dessus, toute la documentation sur le NCSSR 2022. Les logiciels aussi, Arcan, Aramis et Visual ENC. Je rappelle que Visual ENC, c'est nécessaire que vous le téléchargez parce que ça va vous permettre en fait d'avoir précisément toutes vos erreurs, de savoir sur quel RHA portent vos erreurs. C'est vraiment très intéressant et c'est via aussi cet applicatif que vous allez récupérer votre base de coûts. Il y aura donc dans la documentation ENCSSR 2022, vous allez avoir justement là dans les webinaires, celui d'aujourd'hui, ainsi que tous les webinaires des 2 précédentes campagnes qui sont dans la documentation 2021 et 2020. C'est la même chose, documentation ENCSSR, mais 2020 et 2021. Dans les ressources documentaires, vous allez avoir un grand tableau et avec plein de choses que vous pouvez télécharger, dont du coup des tutoriels qui ont été faits cette année sur le remplissage d'Arcan notamment. Donc vous allez avoir des phases vraiment décrites dans le détail comment on renseigne le classeur Arcan. Comment on importe le compte financier dans Arcan. Donc, c'est intéressant d'aller sur ces ressources documentaires. Sur la plateforme IENC, donc tout à l'heure, je vous disais que vous allez pouvoir transmettre vos données
Donc, vous arrivez du coup à un écran qui est comme celui qu'on vous présente là, avec un état des transmissions des données, avec un bouton pour pouvoir du coup transmettre et un bouton après pour commander les tableaux de contrôle et la base de coûts en porte campagne et puis accéder après à votre tableau de contrôle. Donc, état du fichier, état du traitement, parce que quand vous commandez vos tableaux de contrôle, évidemment, le traitement se met en route. Et il n'est pas rare qu'on attende quand même un petit moment, 5 minutes, quand on est chanceux, plus parce qu'évidemment, on prend sa place derrière les autres qu'on commandait aussi. Les tableaux de contrôle sont donc sur cet écran directement téléchargeables, soit complètement, donc c'est un zip avec l'ensemble des planches de tableau de contrôle, ou bien par rubrique, ou bien directement pour chaque TDC, en cliquant du coup sur les rubriques que vous voyez, rubrique 1, rubrique 2, rubrique 3, et ça s'ouvre et vous avez du coup la série des tableaux. Alors, la série des tableaux, c'est celle-ci. Il y a donc 6 rubriques en SSR. Une rubrique qui concerne, une première rubrique qui concerne les points de contrôle d'Arcane et d'Aramis, les premiers, les tableaux 1 et les tableaux 2 de contrôle, qui sont tous les points qu'on va voir aujourd'hui. Toutes les rubriques d'après, donc la rubrique 2, on va la voir aussi parce qu'il y a des séquences atypiques et puis les tableaux de contrôle 3 qui portent sur le PMSI. Ensuite, les rubriques 3, 4, 5 seront vues dans les modules 1, 2 et 3. Et puis la rubrique 6, c'est en fait l'ensemble des tableaux de contrôle sous Excel. Donc là encore, vous pouvez aussi y avoir accès, ce qui est quand même facilitant plutôt que d'être sur des tableaux HTML. Donc nous, on va voir ce qui est encadré aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les tableaux de contrôle qui vous sont présentés, il y a un guide de lecture qui vous aide à comprendre quel est l'objectif du contrôle dans le tableau de contrôle, quelle est la source, quelles sont les sources des données qui sont dans ce tableau de contrôle et qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce tableau de contrôle finalement et quelles actions vous allez pouvoir faire pour corriger ou améliorer vos données. Tout ça, finalement, c'est en lien direct. Quand vous avez vos tableaux de contrôle sous HTML, vous n'avez plus qu'à cliquer sur un lien qui est présent à chaque fois, qui vous permet d'accéder directement à cet explicatif. Ou alors, vous pouvez effectivement avoir en PDF tous les tableaux de contrôle les uns à la suite des autres. Ce qui peut être vraiment bien d'avoir ce livre de chevet pour pouvoir faire son autocontrôle. Dans les tableaux de contrôle, les anomalies, les atypies sont signalées en toutes lettres à vérifier, à corriger, ou bien par un code couleur, surligné en orange ou en jaune. Du coup, ça vous permet de tout de suite visualiser là où il peut y avoir une problématique qui est à creuser. On va donc maintenant passer au contrôle du découpage analytique et je vais laisser la parole du coup à Elisabeth Gelin qui m'accompagne pour cette présentation. Elisabeth? J'ai bien peur qu'elle n'ait pas de son parce qu'à côté de son nom, il n'y a ni casque ni micro. D'accord, je vais continuer et puis elle verra comment elle se débrouille pour aller se connecter ailleurs, je ne sais pas. Donc, dans le découpage analytique, on a des objectifs en fait qu'on doit absolument respecter quand on découpe son activité, parce qu'il s'agit de ça finalement, hein, c'est d'avoir une homogénéité des données dans la construction des coûts. Donc, on va découper en fait en sections homogènes qui permettent d'avoir en fait des données du coup toutes rassemblées sur une thématique. Les sacs en HDJ, les sacs en HC, mais aussi les SAMT d'explo fonctionnel, par exemple,
qui vont être finalement des regroupements d'activités. Le découpage analytique permet de décrire son activité. Donc, en fait, on peut être très fin, très précis, justement, dans les explorations fonctionnelles. On peut avoir une série d'explorations fonctionnelles différentes, cardio, pneumo, etc. Mais l'exactitude, évidemment, doit primer sur la finesse parce que si on n'est pas capable de distinguer les charges qui sont consommées pour ces activités, alors ça va être compliqué de découper très fin. Il vaut bien mieux rassembler pour avoir quelque chose de fiable si on n'est pas en mesure de détailler finement. Donc, c'est un petit peu les règles, hein. Vous savez, on vous dit toujours, hein, il vaut mieux en fait être robuste que fin, parce que sinon les coûts, si on fait des règles de 3 ou on vient dispatcher ces charges avec telle ou telle méthode interne, on sera peut-être moins précis finalement que si, et moins robuste en tout cas, que si on rassemble toute l'activité et qu'on la divise avec des vraies unités d'œuvre. Ce qu'il faut noter quand même, c'est que pour découper son activité clinique, donc les sacs, eh bien, il faut qu'on puisse avoir des UM d'hébergement aussi détaillés qu'on veut détailler ces sacs dans le PMSI. Puisque, évidemment, on va faire un lien entre le PMSI et le découpage analytique de l'établissement au niveau des sacs. Le paramétrage, en fait, du découpage est réalisé dans le logiciel Arcane. Il est ensuite importé dans le logiciel Aramis et il va y avoir des contrôles pour évidemment contrôler, s'assurer qu'on a le même découpage de part et d'autre. Au niveau du découpage analytique, on a donc ces contrôles de SA figurant dans Arcane mais pas présents dans Aramis, ou inversement, des SA figurant dans Aramis mais pas dans Arcane. C'est pour que justement on puisse avoir une correspondance stricte entre Arcane et Aramis, donc entre les données d'activité et les données de coût. Donc là, par exemple, dans l'exemple qu'on a collé, on voit apparaître la SAMT de métier orthoprothésiste. Quand c'est une SA qui figure dans Arcane, c'est-à-dire qu'on l'a bien paramétré dans Arcane, l'orthoprothésiste, mais ça veut dire que dans Aramis, il n'y a pas de données. Il n'y a pas d'unité d'œuvre déclarée, soit en fichier, là c'est une SAMT métier, donc, soit on ne l'a pas déclaré du tout, il n'y a pas d'unité d'œuvre dans le fichier Aramis qui déclare justement les minutes du métier orthoprothésiste, donc le fichier 11. Là, en fait, on dit que ou la nature du haut, en fait, n'est pas la bonne, ou bien on a... alors, le petit tableau n'est pas correspondant parce que la 932-722-10, c'est effectivement un métier. Et après, on parle des UO, des SMT, qui sont plutôt des UO de date CCM. Donc, on ne va pas aller plus loin dans l'exemple. En tout cas, ce sont des erreurs qui sont fréquentes au début quand on démarre. On voit qu'on n'est pas conforme parce qu'il nous manque des informations dans Aramis, par exemple. Il nous manque dans les fichiers un certain nombre d'unités d'œuvre qui traitent d'une SNT, qui sont l'activité, qui décrivent l'activité d'une SNT. On va avoir aussi un doc 2, donc on l'a ajouté cette année parce que c'est bon que vous puissiez aller voir ce doc 2 qui fait partie des tableaux de contrôle et qui vous donne le lien que vous avez fait entre vos SA de 2021 et les numéros de SA de 2022. Par exemple, le premier, on avait en 2021 une SAC qui s'appelait Affection du système nerveux, hospitalisation complexe. Et cette SAC, manifestement, a été divisée en 2 SAC en 2022, la 934-512-12.01 qui est libellée unité nord, donc c'est toujours de l'hospitalisation complète en système nerveux adulte,
mais unité Nord et une unité EVC-EPR 934 533 12. Donc en fait, une même SAC a été mise en correspondance avec deux SAC. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y aura pas de correspondance en tableau de contrôle des SAC, les tableaux de contrôle 5, parce qu'il n'est pas possible de mettre en face une SAC avec deux SAC en face. Donc en fait, on va avoir une SAC en N-1 et deux SAC en N qui vont être du coup pas vraiment en face à face. En revanche, l'imagerie 932-51 a été mise en correspondance avec la 932-511 radio standard. Et là, on va avoir en tableau de contrôle 6 une correspondance, c'est-à-dire que les deux SAMT vont être en face avec leurs données qui vont se mettre l'un à côté de l'autre. Changement de code analytique simplement. Et puis, enfin, dernier exemple, une SAMT qui a été créée en 2022 ne va pas avoir du coup de correspondance et pas de lien avec 2021. Aucun lien donné. On doit, on veut faire un focus là pour vous montrer en fait qu'est-ce qu'on attend dans les logistiques. Pour les logistiques, la logistique, service administratif lié au personnel, on attend que vous découpiez cette logistique réellement avec les possibilités de l'arbre analytique. C'est-à-dire que si vous avez une crèche au sein de votre établissement, même si elle est sous-traitée, eh bien, il faut que vous découpiez, que vous indiquiez, vous paramétriez une LGG SALP crèche. Normalement, quand vous avez des indemnités de rupture conventionnelle, des indemnités de retraite, de licenciement, toute indemnité particulière, il faudrait que vous l'imputiez dans LGG SALP hors CLM, CLD. Donc, dans la LGG SALP, on va dire normale, classique. Ces deux points, c'est assez fréquent en fait qu'on les retrouve en anomalie. Donc, c'est pour ça qu'on voulait faire un focus dessus. Au niveau des LGG, SACG, AGM et autres SA, on voulait faire un focus là en fait sur des personnels, secrétaire médical, agents administratifs, qui sont souvent mal affectés, en tout cas pas dans les bonnes LGG. Donc on attend dans la LGG, SACG, qui regroupe la direction générale, la finance, comptabilité, gestion économique, l'accueil central de la clinique ou de l'établissement ou du centre hospitalier, le standard téléphonique, et évidemment la direction générale, la finance, comptabilité et la gestion économique, donc c'est l'achat. On n'attend pas dans cette SACG les personnes de l'admission ni de la sortie des patients. Pour l'admission, la création et la gestion des dossiers administratifs, la facturation et le recouvrement, les personnes, donc les agents administratifs ou pour partie les secrétaires médicales qui font ça, les secrétaires administratifs aussi, on veut qu'elles soient imputées en LGG AGM. Et enfin, tout le temps de gestion des dossiers médicaux, là c'est vraiment le travail d'une secrétaire médicale, elle doit être affectée dans la section clinique ou la section médico-technique dans laquelle elle travaille, c'est-à-dire dans les SAC, dans les SMT. Et évidemment, dans les petits établissements, et surtout en SSR, on est plutôt sur du personnel qui est affecté à plusieurs choses. Donc, n'hésitez pas à les répartir sur les différentes sections, sur la base évidemment d'un temps approché, estimé, que vous pouvez estimer avec une enquête d'une semaine ou de 15 jours sur ces personnels pour savoir s'ils sont plutôt à 10% sur la SACG, 30% sur la GM et le reste sur les SAC ou je ne sais quel prorata. Attention au paramétrage aussi de ces sections-là. On a des paramétrages en sous-traitance parfois qui ne sont pas vraiment de la sous-traitance.
Quand on a des activités qui sont réalisées pour tout ou partie par des prestataires extérieurs, mais que ça n'implique pas que la section soit vraiment en sous-traitance. Par exemple, si on a uniquement des contrats de maintenance de matériel à l'extérieur, ce qui est normal, on ne le fait pas soi-même, ça ne veut pas dire non plus que la section, elle est en sous-traitance. Si vous avez du personnel interne qui s'en occupe. La notion totalement sous-traité ou partiellement sous-traité porte sur le process lui-même. C'est-à-dire que quand on externalise une partie de la restauration, alors on va effectivement on va être en sous-traitance, partielle ou totale. Mais par contre, si on a de la maintenance des équipements médicaux en externe, bon, bah, c'est pas pour ça que la LM Génie biomédical va être en sous-traitance. Si vous avez une personne en interne qui s'occupe de ces maintenances, de les gérer, c'est-à-dire de faire venir ceux qui font la maintenance. L'entretien des espaces verts aussi, confié à un prestataire, ne conduit pas à paramétrer la LGG entretien-maintenance en sous-traitance. L'externalisation non plus du bilan à un expert comptable ne conduit pas à paramétrer la LGG et SACG en sous-traitance. On va paramétrer en revanche en groupement, au moins lorsque une part de la prestation, et voire tout souvent, on essaye de faire des sections de groupement en fait, lorsqu'une part de la prestation est assurée par un groupement. Par exemple, si on a un groupement de blanchisserie, on est dans un GIE blanchisserie, même si on a quand même une lingère qui va dispatcher le linge plat du linge professionnel, on va quand même paramétrer en groupement si la grosse partie quand même du process est en groupement. Allez, on va poursuivre du coup avec les contrôles liés aux données arcanes. Du coup, Elisabeth, je vois que tu as changé de... Je te laisse faire. On t'entend pas, Elisabeth. Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant oui, c'est parfait. Et- Enfin. Du coup, on va passer sur le découpage, non pas analytique, mais sur le contrôle lié aux données arcanes. Donc, sur Arcane, vous avez un petit onglet qui s'appelle Contrôle, qui est après l'onglet IMO, et qui fait un récap de tous les contrôles intéressants et utiles pour le NC. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir tous les résultats de contrôle sur une même page. Par contre, je n'ai pas la main, Marie. Voilà, très bien, merci. Donc nous avons effectivement sur une première colonne les onglets sur lesquels porte le contrôle et on a un résultat en troisième colonne où normalement tous les indicateurs devraient être OK ou à vérifier. Et si ce n'est pas le cas, comme c'est affiché là, il va falloir aller regarder où on a fait une erreur ou est-ce qu'on a oublié de remplir quelque chose. Donc, les informations renseignées en onglet 1DA sont des données de capacité, notamment, donc, principalement donc, le nombre de lits de journée lits d'ouverture. L'objectif, c'est effectivement de mettre en perspective les données d'activité. Et pour cela, nous avons un contrôle sur ces 3 lignes que vous avez affichées, donc le nombre d'entrées, le nombre de journées lits d'ouverture et le nombre de lits installés ou de places. Si l'un des 3 n'est pas renseigné, vous avez un petit contrôle en fin d'onglet 1DA qui est égal, qui s'affiche à compléter. Et vous avez le même petit contrôle qui est dans l'onglet contrôle de cohérence qui s'affiche. Donc, il faut réellement aller vérifier si c'est normal, pas normal, et si c'est dans le cas pas normal, le corriger. Ensuite, nous avons en contrôle embarqué, nous avons le nombre de journées théoriques par lit en HT, quand c'est 7 jours sur 7. Le contrôle, c'est
Dans une année, on a 365 jours, donc on ne peut pas avoir un nombre de lits un nombre de jours par lit qui soit supérieur à 365 jours. Voilà. Donc là, par exemple, on a un nombre de journées lits d'ouverture de 51 300 et avec un nombre de lits de 135 lits. Donc ça nous fait 380 journées d'ouverture par lit. C'est un peu beaucoup pour une année. Voilà, donc le petit contrôle qui va se mettre en onglet 1DA à la fin et qu'elle a vérifié va se reporter également dans l'onglet contrôle. Donc l'onglet contrôle permet vraiment d'éviter ce genre d'incohérence. Ensuite, on a également les données de surface. Et en SSR, elles sont obligatoires sur les SMT. Si vous remplissez pas ça, vous allez avoir après pareil, un petit contrôle qui va s'afficher où il y a écrit à compléter et à vérifier. Ça nous permet d'avoir en TDC donc 5.2 l'évolution de l'activité. On a d'un côté le rattachement des séjours au SAC avec le lien UMSA du fichier 1 Aramis, donc ce qui est en bleu, ce qui va afficher en bleu. Voilà, très bien. Donc du coup, ça c'est vraiment votre fichier 1. On n'y touche pas. Et vous avez ensuite ce que vous renseignez dans Arcane en onglet 1DA, la partie violette, avec le nombre de lits d'ouverture de l'année. En TDC 5.3, ce qu'on va vérifier, c'est le taux d'ouverture, le taux d'occupation et également les durées moyennes de séjour. Donc, le taux d'ouverture, c'est la partie verte. Ce sont les journées théoriques rapportées au nombre de journées maximum, donc le nombre de lits fois 365 jours. Et le taux d'occupation, ce sont les journées réelles des SAC, qui est issu de votre lien UMSA. Donc ces journées réelles des SAC sont rapportées au nombre de journées lits d'ouverture renseignées. Nous, ce qu'on va regarder, c'est effectivement que votre taux d'ouverture soit proche de 100% et que votre taux d'occupation, on va on va analyser les différences. Là, on voit par exemple que sur l'HC, affection du système nerveux adulte en HC, en 2022, vous étiez à 33,76% de taux d'occupation. L'année dernière, 67,51%, donc ça fait une perte de 50%, ce qui est énorme. On va vous demander pourquoi, en fait. Parce que du coup, ces éléments-là, nous, on les a pas. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait nous donner, ces éléments-là. Et ensuite, on va vérifier donc, les DMS, voir l'évolution. Et si jamais il y a beaucoup d'évolution entre l'année dernière et cette année, nous expliquer pourquoi. Ensuite, dans l'onglet 1DA, on a la nature du haut, qui est très importante parce que du coup, ça va, en fonction de la nature du haut, on n'a pas le même fichier Aramis. Donc, par exemple, pour les SMT sous-traités, on attend obligatoirement un montant en sous-traitance. Et c'est le fichier 4 Aramis en SSR. Pour le laboratoire, on attend en UO DB ou la valorisation euro. Ça se passera en fichier 10 Aramis. Et pour les imageries et l'exploration fonctionnelle, ce sont des ICR, également en fichier 10 Aramis. Il ne faut pas confondre, par contre, tout ce qui est valorisation euro et le montant en sous-traitance. La valorisation euro, c'est l'unité d'œuvre métier qu'il faut déclarer en fichier 10, alors que le montant en sous-traitance, c'est bien suivi de la charge en euros qu'il faudra déclarer en fichier 4. Donc sur les ICR, un petit focus sur les ICR. Si vous mettez une unité d'œuvre ICR, ça veut dire, en onglet 1DA, que vous avez deux autres lignes à compléter. Médecin salarié ou non salarié, donc il faut compléter 1 ou 0 sur cette ligne. Et également la version des ICR attendue, qui sera de 2023 pour cette campagne. Même si c'est la campagne 2022, il faut bien mettre 2023 dans cette colonne-là. C'est ce qu'on attend. Donc là, vous avez un contrôle embarqué
Donc, ça se remplit automatiquement si jamais il y a des informations qui sont pas données. Donc, info ICR à remplir. Et effectivement, vous avez également le contrôle en fin d'onglet 1DA, et écrit à compléter. Et ces informations-là, ça peut fausser les calculs des TDC 6. Sur les ICR, ou peu importe l'UO, il y a des lignes. Il faut bien faire attention à votre répartition par type de bénéficiaire. Par exemple, vous faites du ENC-SSR, on attend des UO sur la ligne SSR. C'est logique. Voilà. Si vous avez d'autres, si vous ne faites pas que du SSR, effectivement, vous pouvez avoir d'autres lignes remplies, mais il faudra bien faire attention. Et également, vous avez le même contrôle en fin d'onglet 1DA et effectivement un contrôle de cohérence sur l'onglet cohérence, contrôle, qui s'affiche à compléter et à vérifier. En TDC, dans les contrôles 6, notamment le 6.4.1, ça fait le rapprochement entre vos SMT, les UO déclarés en SSR en onglet 1DA et le total des UO déclarés sur les SMT en fichier 10. Par exemple, là on voit bien sur les ICR, enfin sur les SMT dont l'unité d'œuvre est en ICR, que dans nos tableaux 6.4.1, nous avons bien une cohérence parfaite entre ce qui était déclaré dans Aramis et votre onglet 1DA. On a bien 59 de partout, 6661 de partout. On n'a pas d'écart en nombre d'UO. C'est ce qu'on attend. Ensuite, il y a un cas particulier, donc c'est les SAMT de sous-traitance médicale. Donc ça, c'est en fichier 4 SSR, fichier 7 MCO, mais fichier 4 SSR. En fait, ce sont les comptes, donc 611 de votre PC, de votre balance. Ce sont ces comptes-là qui vont nécessiter de créer une SMT en sous-traitance. Alors, sur le logiciel Arcane, on va prendre des exemples imagerie, laboratoire. Donc, il faudra bien créer votre SMT imagerie ou labo en sous-traitance. Différencier si jamais le laboratoire est en nomenclature ou hors nomenclature, ou si vous avez des ACP. Alors ACP, j'ai regardé, c'est anatomocytopathologie. ACP, c'est très bien. Le paramétrage, ça sera de la sous-traitance, et l'UO, c'est en montant sous-traitance. Ça, c'est obligatoire. En onglet 1DA, du coup, sur chaque SMT en sous-traitance, on déclare les UO en sous-traitance, partie de bénéficiaire. Le total des UO doit correspondre forcément au compte 611 imputé sur la CMT. On attend donc un coût de l'UO égal à 1. C'est ce qu'on verra dans le TDC 6.1. En onglet 3SA, on attend que les soldes des comptes, par exemple pour l'imagerie, donc ça sera le 611-12, sous-traitance médicale, imagerie médicale, que ce montant-là soit bien affecté dans la SMT sous-traitance imagerie. Voilà. Et que le solde soit correct, soit 0. Donc effectivement, c'est bien en fichier 4 SSR que les SMT de sous-traitance médicale sont suivis sur Aramis. Sur Arcane, il faut bien paramétrer du coup vos SAMT, donc la nature de l'UO en montant sous-traitance et votre mode de fonctionnement sous-traitance. Alors, on va faire un petit exemple. Donc, sur notre compte 611-12, caractère médical, imagerie médicale. Sous-traitance à caractère médical, imagerie médicale. Voilà. Donc, nous avons deux SMT d'imagerie créés
avec un fonctionnement en sous-traitance, c'est correct. On a bien un solde qui est totalement imputé, c'est correct. C'est 81 365 plus 61 198, c'est bien égal à 142 562, c'est parfait. En revanche, en onglet 1DA, on remarque que nos unités d'œuvre ne sont pas correctes. On a bien pour la radiologie le montant en sous-traitance, donc ça c'est très bien. Par contre, pour la scanographie, c'est écrit ICR. Et là, c'est pas bon. Il faut corriger dans le paramétrage en montant en sous-traitance. Toujours en onglet 1DA, on va vérifier que le nombre d'UO déclaré est cohérent pour la radiologie et pour la scanographie. Alors pour la radiologie, non, c'est pas correct. Ce qu'on voit un total d'unités d'œuvre produites de 34 624,94 euros. Bon, c'est pas bon parce que en 3SA, on avait imputé 81 365 euros. Il faut donc compléter les UO consommés par les autres bénéficiaires pour que le montant le nombre d'unités d'œuvre produites soit égal à ce qu'on a mis en 3SA. Ou alors il faut corriger 3SA. Mais ça, normalement, ça devrait être bon, c'est quand même votre PC. Et pour la SAMT scanner, le total des UO devra donc être de 61 198. Là, on se rend compte que c'est pas bon. Sur le TDC 213 en SSR, ça permet de suivre le taux de suivi des charges par poste en sous-traitance. Donc ça, c'est vraiment la charte qualité. Alors, l'absence de concordance entre le total des UO en onglet 1DA et le montant de sous-traitance imputé sur la SMT a un impact négatif sur le taux de suivi au séjour du TDC 2.4. Donc, ce tableau, on voit, il indique donc les natures d'UO utilisées. On constate par exemple que notre sous-traitance à caractère médical, imagerie médicale, il a des UO ICR montant sous-traité. C'est pas bon. On veut que du montant sous-traité. Donc, le montant des charges nettes de la phase 4 indiqué, il est proraté en fonction des UO déclarés en onglet 1DA sur le bénéficiaire par rapport au total des UO produites par la SMT. Donc, les 23 637 UO qu'on a sur le montant affecté séjour dans Aramis, divisé par les 34 628 que nous avions vus sur la slide précédente, multiplié par le 81 365 attendu, ça nous fait 55 540 euros pour la radiologie et 97 400 euros pour le scanner. Donc en fait, on voit bien que l'erreur en onglet 1DA biaise le calcul et ça impacte le taux de suivi. Donc, le montant affecté au séjour dans Aramis doit correspondre au suivi déclaré en fichier 4 SSR. Avez-vous des questions sur ce qu'on vient de voir? Alors, juste pour votre information, moi, je n'ai pas réussi à afficher les questions-réponses, là, l'écran de questions-réponses. Donc, je ne sais pas, Séverine, si toi, tu le vois. Oui, il est vide pour le moment, il n'y a personne qui... D'accord. Ah, c'est bien parce que ça veut dire que du coup, on peut peut-être échanger s'il y a quelqu'un qui a une question Alors, le module, sur ce qu'on vient de présenter. je ne sais pas comment ça se présente pour tout le monde, mais en fait, vous avez le chat et à côté, vous avez trois petits points en bas à droite de votre écran. Et pour accéder au module questions-réponses, c'est en cliquant sur ces trois petits points que moi j'y ai eu accès. Donc j'imagine que c'est probablement pareil pour tout le monde. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de questions parce que personne n'a trouvé le module ou est-ce qu'il n'y a pas de questions parce qu'il n'y en a vraiment pas? Voilà. Mais en tout cas, pour le moment, c'est vide. Ok. Bon. Très bien. C'est clair.
On va poursuivre. Allez, je te laisse poursuivre, du coup, Bon, Elisabeth. ouais, je vais continuer un peu du coup. Alors, l'onglet ETPR, donc on a fini l'onglet 1DA, on passe à l'onglet ETPR sur Arcane. Donc, l'onglet ETPR, il sert à renseigner le nombre de TPR, hein, donc les PM, les PI, les SF, les SFPI, les PS, les PA. Donc, c'est un détail attendu sur 6 catégories, sur chaque section d'analyse. Les charges de personnel sont reportées automatiquement de l'onglet 3SA. Et les ratios charges de TPR sont calculés automatiquement sur chaque catégorie de personnel et sur chaque section d'analyse. Ils sont donc contrôlables dès la saisie d'Arcane. Il y a également des contrôles dans les TDC 1.6.1 à 1.6.9 que vous connaissez sûrement. Le contrôle en onglet ETPR, il y a plusieurs contrôles qui s'effectuent. On a notamment le contrôle de présence ETPR et charges personnelles salariées sur une section interne, c'est-à-dire contrôler en onglet ETPR et dans le TDC 1.6.2 s'il y a une absence de personnel salarié. Par exemple, ici, sur la SAC MCO, on voit qu'il n'y a pas, il y a aucun ETPR qui ont été inscrits. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Normalement, on attend quand même du monde. Ensuite, dès la saisie des données sur Arcane, donc il y a un ratio qui apparaît, parce que du coup, vos charges de personnel sont directement ventilées là-dessus grâce à la phase 3SA. Vous renseignez vos ETP et il y a le ratio qui apparaît. Donc, dès ce moment-là, vous pouvez vous interpeller en disant, est-ce que ça, c'est logique? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est normal que mon ratio de charge personnelle soignant, par exemple ici, soit à 105 000 €? Est-ce que c'est normal? Vous pouvez également avoir un contrôle sur la présence simultanée donc, de charges et de TPR. Donc, soit il n'y a pas de charge et vous avez mis des ETP. Ça veut dire que vos ETP, il n'y a pas de charge en face, ce qui est interrogatif. Ou inversement, vous mettez des charges dans votre section, mais pas les ETP. Donc ça, il faut le corriger ou le justifier. Le TDC 1.6.1, il permet de visualiser plusieurs choses, notamment la présence, l'absence de TP et de charge par type de SA. Si par exemple ici, il y a des SAC MCO qui n'ont pas de personnel haut, personnel interne, personnel médical, personnel soignant. Est-ce que c'est normal? Si vous n'avez pas de SAC MCO, ben, c'est normal. Ici, il y a des SAC SSR, personnel autre et personnel interne étudiant qui n'ont pas de ratio. On peut commencer à s'interroger. Nous avons également un contrôle qui s'effectue sur les ratios hors bornes qui sont surlignés en jaune. Donc, c'est des bornes qui sont on parle en milliers d'euros en général, hein. Donc, les PA, donc les personnels autres, les bornes, ce sont 20 000 et 100 000. Les personnels soignants, c'est 20 000 à 140 000. Les PM, ça va jusqu'à 200 000. En revanche, les pays, tout ce qui concerne les pays, les ratios sont plus faibles. Les bornes sont plus faibles, entre 5 000 et 60 000 ou 30 000, 120 000, en fonction du personnel que vous avez dedans. Au-delà de ces bornes, en dessous ou au-dessus, on vous demandera d'expliquer. Sur ce tableau-là, on peut également vérifier les cohérences des ratios minimum, moyen, maximum, donc par section. Et également, on peut voir en violet un lissage éventuel des ratios sur les sections. Par exemple, les ratios PS par SAC mini, moyen, maxi sont tous à 45 000 €. Si l'établissement a plusieurs SAC, ça signifie que toutes les charges PS sont réparties entre les SAC au prorata des ETP.
Ça s'appelle un lissage. C'est pas forcément la réalité. Le tableau 1.6.2 concerne un contrôle donc sur la cohérence d'avoir des charges de personnel et des TP en même temps. Là, on voit qu'on a 37 000 de charges, mais pas de TP en face. Donc, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? En général, c'est quand même pas bien logique. Donc, ces tableaux-là, donc, sont... Il est attendu, donc, effectivement, une correction, une justification. C'est possible, hein. Il y a des versements de primes de départ en retraite, par exemple, il y a des charges affectées sur la LGG et SLP en 3SA, mais il n'y a pas de TP en face. Donc ça, c'est justifié, c'est normal. Après, on va passer donc à l'onglet 2 PC. Donc l'objectif de l'onglet 2 PC, donc c'est saisir la balance générale de l'année N au format plan comptable d'Arcane, où vous importez votre compte financier. Et c'est éliminer surtout de l'étude tout ce qui est charges non incorporables et les produits non déductibles. Donc ça, il y a un slide juste après, on pourra en parler. Donc les moyens à mettre en œuvre, c'est établir un tableau de correspondance, hein, une table de transcodage entre votre balance générale et les comptes du PC. Si c'est possible, de les transmettre au superviseur avant la campagne, c'est plus facile. Et surtout de respecter le principe de permanence des méthodes de transcodage. Qu'on ne nous dise pas à chaque fois que l'évolution de ce compte-là, c'est parce que vous avez mis ça dedans et que l'année dernière, c'était pas comme ça. Mais si on se rend compte qu'il y a 3 ans avant, vous refaisiez cette méthode-là, ben, vous changez un peu beaucoup et ça, on voudrait pas trop, quand même. Donc du coup, effectivement, les CNI et les PND, donc nous, on va vous demander le détail de certains comptes pour savoir si effectivement il y a des charges qui sont non incorporables ou des produits non déductibles qu'il faut garder ou sortir de l'étude. Donc ce sont les comptes un peu pêle-mêle, un peu fourre-tout en général. Ce sont les 658, 758, les comptes 68 et 77, produits exceptionnels, les comptes 74 de subvention, les 791 transferts de charges et les comptes 68 et 78 de dotation et reprise des provisions. Les moyens à mettre en œuvre pour le 2PC. Donc, c'est préparer le détail des comptes de la balance générale qui devront être répartis sur plusieurs comptes en onglet PC. Et il y a un petit focus à avoir sur les comptes 602 et 603. Il faudra bien faire attention à la cohérence entre le numéro de compte et le code de dépense des charges suivies au séjour, fichiers 3 et 4. Il y a également un autre focus à avoir sur le détail des comptes de la balance générale qui devront être retraités sur divers comptes en onglet PC, notamment le compte 681, dotation aux amortissements à détailler selon les comptes d'IMO, et pour les matériels en matériels médicaux et non médicaux. Donc ça, il faudra bien faire attention sur le transcodage, que les comptes ventilés par nature en PND, donc sur les 68, 11 frais d'établissement et les 68, 11, 21 terrain. Il y a également les frais de personnel à bien ventiler. Et il y a certains comptes à transcoder, comme le 791. Parfois, pour l'onglet 5CD, le 5C Inde, il vaut mieux le transcoder en 708 pour avoir un traitement plus précis. En 2PC, l'onglet 2PC, il a également ses propres contrôles qu'on retrouve dans l'onglet contrôle. Donc c'est pareil. Si c'est pas OK, il faut aller corriger, il faut aller vérifier et expliquer si jamais c'est pas, si jamais pour vous c'est juste, il faut pouvoir nous l'expliquer.
En onglet 3SA, il y a des focus à avoir, notamment sur, sur les LM pharmacie, LM génie biomédical. Ce sont les pourcentages de charges à caractère médical qui vont rester sur les sections logistiques médicales. Donc ça, c'est le TDC 1.4. Avec un focus sur la pharmacie, où on va vérifier que, comment dire, la majorité des charges à caractère médical doivent être imputées sur les sections consommatrices. Ça, c'est vraiment la méthodologie ENC. Donc, si on a un résultat supérieur à 10% restant sur la pharmacie, on va vous demander de corriger, en fait, de remettre les charges, non pas en pharmacie, mais de bien les ventiler, de bien les imputer sur les sections consommatrices, donc SAC et SMT. En pharmacie, on accepte que les produits périmés, détruits ou les écarts de stock peuvent être imputés en LM pharmacie. Là, par exemple, on voit que sur les produits sanguins labiles, il y a 15% qui restent sur la LM pharmacie. C'est un peu beaucoup, donc on va demander d'expliquer, de corriger si possible. En LM biomédical, ça va être la même chose. La méthodologie, c'est que la majorité des charges à caractère médical doivent être imputées sur les sections consommatrices, SAC et SMT. Également, il va y avoir un taux de 10%. C'est pareil que la pharmacie. Alors, nous avons le TDC 171 qui permet d'avoir l'évolution des charges des produits, des ETP, de l'activité par section entre N-1 et N. Ça permet de détecter des évolutions atypiques, que ce soit des charges, des UO ou des ETP par section. Donc là, on a différentes sources. On a l'onglet 3SA avec l'onglet 1DA, avec l'onglet ETP et les onglets 7 champs et les données Aramis. Donc, par exemple, ça va permettre d'apporter un focus sur, par exemple, des variations significatives qui sont surlignées en jaune. Par exemple, on a ici la diminution de 100% des charges imputées en LM-AGM et LGG-DIM par rapport à l'année dernière. Donc, on a une absence de charge sur ces deux sections par rapport à l'année dernière. Donc, c'est pas très cohérent. Donc, nous, on va vous poser la question, on va vous demander d'apporter soit une explication qui soit vraiment solide, soit de corriger. Il faut également analyser les évolutions atypiques entre les items. Par exemple, nous avons des charges nettes qui baissent de 36%, alors qu'en face, l'activité augmente de 28%. On se demande pourquoi. Donc, c'est sur ça qu'on va vous demander des explications. Il y a un autre tableau, c'est le 1762, donc c'est la phase 3 sur l'évolution des charges des produits par section et par compte entre N-1 et N. L'objectif, c'est vraiment d'analyser les évolutions atypiques des charges des produits imputés par section. Donc ça, c'est vraiment votre onglet 3 SA, ce que vous avez mis dedans, entre l'année dernière et cette année. Donc, pareil, les variations significatives en pourcentage sont surlignées en jaune. Là, on voit qu'il y a moins 76%, moins 72%, tout ça. Bon, après, les montants ne sont pas énormes, donc ça, c'est en fonction de votre établissement et de vos volumes. Donc, ça, c'est vraiment une explication à avoir. Ensuite, vous pouvez avoir des filtres, utilisez bien les filtres sur les colonnes pour analyser différentes cohérences. Alors, vous pouvez identifier comme ça des comptes de charges médicales ventilés sur les LGG, ce qui est pas normal, hein. C'est soit vous l'expliquez, soit il faut le corriger.
Vous pouvez également voir les variations significatives des différents comptes de charges, d'identifier l'absence de charge de matériel médical sur les sacs, les SMT, les plateaux. C'est pas normal s'il n'y en a pas. Et mettre des filtres aussi sur les variations significatives, donc ce qu'on a vu en jaune avant, et voir si c'est significatif par rapport à vos montants. Voilà. Il y a également des variations significatives entre sections de même nature. Si jamais on s'aperçoit que votre balnéo a perdu 200 000 euros, on va se demander pourquoi, par exemple. Tu prends le relais, Marie? Je vais reprendre. Oui. Alors, Merci. du coup, on poursuit avec l'onglet 5C Inde. Cet onglet 5C Inde va traiter finalement des activités que vous avez qui ne sont pas des activités cliniques ou médico-techniques, mais qui sont des activités subsidiaires. On parle là de la mise à disposition de personnel, de la vente de prestations, de services, de prestations aux usagers. Voilà. Donc là, on va avoir un tableau de contrôle, un 7.7, qui va traiter de l'évolution des recettes que vous avez eues sur ces activités subsidiaires. Et là, on va, pareil, dans son tableau, traquer finalement les évolutions significatives qui pourraient du coup être soit des erreurs d'imputation, soit eh bien, une réelle augmentation, par exemple, de prestations. Là, on a une augmentation de 70 000 de prestations de services. Voilà, donc là, il va falloir qu'on sache identifier, vous, hein, vous allez faire ça dans votre autocontrôle, de vous dire, mais c'est quoi ces 70 000? De façon à pouvoir en face identifier les charges qui l'année dernière n'étaient pas imputées en atténuation de ce produit, mais qui devront l'être cette année. En anglais, c'est 5C1. On a donc un tableau 1, 7, 8. Après, pareil, d'évolution, par contre, là, des charges que vous avez imputées dans l'onglet 5. Et donc, là, vous allez pouvoir comparer entre cette année N et l'année N-1, ce que vous avez imputé dans les différentes logistiques de l'onglet 5. Par exemple, là, en mise à disposition de personnel, vous aviez un produit de 148 000 en 2021 et vous avez imputé directement en onglet 3SA, là en imputation directe, non, là c'est bien en charge indirecte, pardon, je me trompe. Dans le service administratif à caractère général, vous avez imputé dans la ligne PA de la LGG, donc SACG, 148 025. Comme l'année dernière, vous avez fait les mêmes imputations, on le voit. L'année dernière, c'était 136 000 et vous avez déduit 136 000. En revanche, pour les prestations délivrées aux usagers, vous aviez 54 000, vous avez 54 000 cette année, 41 000 l'année dernière, et vous avez imputé aussi sur les mêmes logistiques, services hôteliers et restauration. C'est les charges qui ont été consommées pour réaliser ces produits, que vous avez donc du coup déduit de la LGG service hôtelier et de la LGG restauration pour ces montants. On a une marge là, donc on a des sous-totaux qui nous donnent finalement la marge résiduelle. Là, vous avez du coup des marges à zéro pour ces deux premières rubriques, prestations délivrées aux usagers et personnel mis à disposition. Pour la troisième rubrique, haute vente de biens et services, la troisième section d'activité subsidiaire, vous aviez donc des produits qui avaient augmenté de 70 000. Et là, vous avez imputé à peu près la même chose que l'année dernière, c'est-à-dire vous avez imputé des charges en services administratifs liés aux personnes à caractère général, en P1, pour 8 911, comme l'année dernière, 8 639, vous avez imputé. En LGG entretien maintenance, pour 10 800, un petit peu plus que l'année dernière. Et puis en restauration, LGG restauration, pour 3 000. Comme l'année dernière. Et là, on voit bien que la marge est à 70 000, exactement le produit que vous n'aviez pas l'année dernière et que vous avez en évolution pour cette année. Donc là, on voit bien qu'il va falloir évidemment que vous corrigiez parce que vous avez oublié de déduire les charges consommées sur cette nouvelle recette de 70 000.
Vous voyez, ces tableaux de contrôle nous permettent vraiment d'identifier, vous permettent d'identifier finalement ce qu'il faut faire en correction. Là, c'est un petit peu pareil, hein, donc on va passer, c'est un zoom en fait sur les prestations délivrées aux usagers accompagnants. Euh, pour vous dire aussi qu'il est possible sur certaines charges et certaines SA d'activités subsidiaires d'imputer directement les charges directes en anglais 3 SA. Donc là, c'est le cas, par exemple, sur les prestations délivrées aux usagers et accompagnants, on a des charges directes qui ont été imputées pour 28 070 €. Et puis tout le reste, ce sont des charges indirectes, donc imputées sur l'onglet 5C1. Donc là, on voit bien que dans ce tableau de contrôle, on a du coup les charges indirectes qui sont indiquées, si c'est des charges directes ou des charges indirectes. Donc, si on a déduit en onglet 3SA ou on a déduit en onglet 5, qui sont indiqués dans la troisième colonne. Dans la quatrième colonne, on a les logistiques qui ont été du coup déduites, sur quelle logistique on a déduit. Et puis, on a le poste de charge sur lequel on a déduit. Vous savez, dans l'onglet 5, il y a les personnels en détail et puis une rubrique autres dépenses pour le reste. Donc voilà, on a ces modalités, en tout cas, d'imputation de charges consommées par produit d'activité subsidiaire qui sont vraiment très détaillées par ce tableau de contrôle 178. Au niveau du tableau de contrôle 8.1 qui analyse le coût unitaire des logistiques, on va du coup avoir la charge nette des déductions qui va être reprise. C'est-à-dire que quand on va calculer le coût unitaire de votre pharmacie, par exemple, ça va être le montant des charges nettées des déductions en onglet 5, c'est Inde, qui va être pris en numérateur pour le calcul du coût unitaire. Là encore, on va faire peut-être une petite pause juste pour savoir si vous avez des questions. N'hésitez pas à prendre la parole, vraiment, parce que c'est presque mieux, en fait, si on peut vous éclairer sur certaines choses que vous n'avez pas compris. Donc, pas de questions, on poursuit. Alors attends, juste Marie, il y avait une demande de communiquer un lexique des abréviations qui ne sont pas toutes connues pour certains des participants. Donc peut-être quand vous présentez, quand il y a des abréviations, Je les vais dire en préciser. tête. Voilà, D'accord. pour aider à la compréhension de la suite. Après, il y avait deux questions sur les subventions à l'embauche qui sont à déduire des charges salariales. Donc ça, c'est dans le module QNR. Donc oui, la réponse est bien, les subventions sont des produits en atténuation des charges salariales. Et il y a effectivement un participant qui a indiqué qui a relevé qu'il y avait un souci avec le tableau 1.4.1, celui qui regarde le pourcentage de charges médicales qui reste sur la LM pharmacie. Donc ce tableau de contrôle effectivement a un problème en 2022 qu'on va corriger et vous aurez bien ce détail dans le tableau en 2022 de nouveau, comme c'était les campagnes précédentes. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait comme question. Bravo. Et il y avait après une autre question sur le transcodage des comptes, mais qui est spécifique à l'établissement, du coup. Allez, Voilà, merci. je poursuis avec le suivi au séjour Aramis, c'est l'onglet 6CD. Donc, le tableau de contrôle 2.12 vérifie la cohérence entre le montant suivi au séjour dans Aramis et que vous avez donc sur vos tableaux vos fichiers 2, 3, 4 que vous avez donc transmises sur la plateforme. C'est transmis sur la plateforme et les déductions que vous allez donc opérer dans l'onglet 6 d'Arcade. Le but, je vais tout afficher parce que voilà.
Le but là, c'est de bien contrôler, euh, comme vous pouvez faire en fait d'ailleurs des reports automatiques hein, de déduction, que vos déductions de charges suivies au séjour se sont bien déduites correctement sur les bonnes SAC, SMD, et qu'il n'y a donc pas à l'issue de cette déduction des montants résiduels qui seraient négatifs. C'est-à-dire que vous auriez plus suivi au séjour que vous n'en auriez en comptabilité, en fait, hein, de ces charges. Donc ça, c'est un contrôle que vous pouvez faire, évidemment, via ce tableau de contrôle, puisqu'on va regarder finalement le total de la déduction et le total de ce qu'on avait en compta. Et puis après, ben même section par section, on peut le voir visuellement dans l'onglet 6. Donc là, dans le tableau 2.12, on a une colonne sur les montants transmis à Aramis, une colonne sur les montants déclarés en déduction dans l'onglet 6. Et la différence, évidemment, doit être soit infime, soit nulle. Là, on s'aperçoit, par exemple, dans la sous-traitance médicale autre, qu'on a transmis sur Aramis 2166 € de suivi au séjour et que finalement, en compta, manifestement, sur la même ligne, on a 0. Mais on s'aperçoit aussi qu'au-dessus, on a de la sous-traitance médicale de laboratoire pour ce même montant. Ça veut dire qu'on n'a pas utilisé sans doute le bon code de suivi dans le fichier Aramis ou alors que le compte 611 qu'on a utilisé, qui est un compte 611 de labo dans Arcane, n'est pas le bon car c'était une autre sous-traitance médicale qui était à utiliser. Quand on a un écart, on va dire, non significatif, comme là 201 €, 1200 €, ça peut être de la césure de période parce que effectivement, vous pouvez avoir peut-être un suivi supérieur à ce que vous avez en compta parce qu'il y a eu une césure de période en comptabilité qui a été soit mal faite, soit qui est réellement là et du coup, d'où cet écart. Mais il faut évidemment bien le contrôler de façon à ne pas suivre plus que ce que vous avez en comptabilité et inversement. Évidemment, corriger les écarts selon ce que vous avez décelé. Le tableau de contrôle de 13, il permet de regarder maintenant si vous avez un suivi suffisant au séjour par poste de charge. Donc là, on a la liste, dans ce tableau de contrôle, la liste des postes de charge sur lesquels on attend un suivi au séjour. Ce sont toutes les charges médicales, quoi, finalement, les spé-pharma, les dispositifs médicaux, les consommables, les amortissements et location des matériels médicaux. Il y a les honoraires éventuellement, ainsi vous avez des honoraires à suivre au séjour qui sont des honoraires d'activité libérale et toutes les sous-traitances médicales, donc laboratoire, imagerie, exploration fonctionnelle ou autre, ainsi que le transport des patients. Et donc là, on attend dans la charte qualité un taux de suivi qui est déterminant, puisque ça voudra dire, hein, si vous n'atteignez pas ce taux de charte qualité, que finalement, on n'affecte pas au séjour suffisamment de charges médicales qui permet d'être beaucoup plus fin quand même dans la répartition de ces charges. Donc, on doit s'assurer du taux de suivi et c'est ce qui est fait dans ce tableau de contrôle. En jaune, c'est à chaque fois que vous n'atteignez pas le taux de charte qualité qui est indiqué dans une colonne qui est à cet effet. Donc, le taux de charte qualité qu'on attend pour les spé pharmaceutiques, c'est 70%, ainsi que pour les PSL, les produits sanguins labiles. On attend 10% sur les consommables médicaux, sur les amortissements et locations de matériel médicaux, sur les dispositifs médicaux. On attend un suivi assez important des honoraires d'activité libérale, ce qui est normal parce que, évidemment, que si vous avez des honoraires qui sont facturés à l'assurance maladie, vous savez évidemment de quel séjour il s'agit. Donc, normalement, vous devriez pouvoir suivre à 100%.
On attend aussi un taux de 80% pour tout ce qui est sous-traitance médicale et transport. On a aussi du coup le rappel du taux de suivi de N-1 qui peut être aussi un élément de comparaison intéressant pour vous comme pour nous, de savoir si vous avez à peu près le même suivi ou si ça s'est dégradé ou au contraire vous avez pu améliorer ce qui n'était peut-être pas totalement vous n'arriviez pas à suivre au taux de charge qualité par exemple. Et puis, on a le montant de l'insuffisance de suivi qui est calculé en euros et qui permet de voir justement à quel, euh, à quel niveau vous avez un écart, on va dire, à la référence sur ce suivi. C'est-à-dire qu'on attend un suivi relativement important, par exemple, sur les spé pharma, et à 70%, vous suivez qu'à 19% par exemple, vous avez quand même 800 000 euros qui auraient dû être suivis au séjour et que vous ne suivez pas au séjour. C'est quand même énorme. Donc là, après, il faut le rapporter évidemment. Hein, si vous avez que 1 000 euros de charge et que vous ne suivez pas à 70% 1 000 euros de charge, c'est pas très grave. En revanche, effectivement, si vous en avez pour 800 000 euros, c'est peut-être plus important. Le tableau de contrôle de 15, il vous permet de détecter les montants suivis au séjour qui pourraient être erronés parce que vous avez un zéro de trop ou parce que, au contraire, vous avez des montants à zéro. Donc, on a un tableau qui présente les coûts minimum, maximum et moyens et médians, ce qui permet de détecter éventuellement des par poste de charge des choses qui pourraient être erronées. Par exemple, si vous avez un coût maximum de spé pharmaceutique à 190 000 euros, peut-être bien que c'est vrai, mais du coup, ça interpelle et vous allez pouvoir contrôler immédiatement. Donc, à contrôler les valeurs mini à zéro et puis les valeurs max élevées. Et évidemment, on s'attend aussi à ce que les traceurs souvent soient supérieurs en coût aux non-traceurs. Donc là aussi, allez regarder. Nous, on va vous demander, on va vous interroger dessus. On va vous dire, mais ce coût maximum, contrôlez-le. Et puis, alors, du coup, quand vous avez des coûts max, eh bien, il y a une liste de RHA avec des anomalies qui est repris dans le logiciel visuel ENC. Et du coup, vous pouvez télécharger du coup, la liste des anomalies. On poursuit avec l'onglet 7 champs. Je vais continuer du coup. Là, il s'agit dans l'onglet 7 champs de répartir les charges de logistique sur les différents champs d'activité que vous avez dans votre établissement. Donc, uniquement ceux qui consomment. Par exemple, si vous avez des champs autres que le SSR, donc par champ, on parle du SSR, du MCO, de l'HAD, des champs du sanitaire, mais aussi, ça peut être du hors-champ sanitaire, de l'USLD ou d'autres activités qui seront en hors-champ sanitaire. Le but, là, c'est finalement de répartir toutes les logistiques médicales, de gestion générale de structure, sur ces champs pour finalement ne conserver après que ce qui concerne le champ étudié, c'est-à-dire, en l'occurrence pour vous, le SSR. Il y a dans l'onglet 7 champs des clés, on va dire, qui se calculent automatiquement. C'est le cas de la LM pharmacie en euros de charge de dépenses médicales, de la LM hygiène et vigilance qui va se calculer avec la même clé d'euros de charge de dépenses médicales gérée par la pharmacie, de la LM génie biomédicale si vous avez rempli l'onglet IMO. La clé proposée, c'est le montant d'actifs bruts médical immobilisé. Et donc, c'est cette clé qui va vous être proposée en fonction de votre répartition de matériel médical sur vos différentes sections.
La LGG, SACG, donc service administratif à caractère général, LGG, ça veut dire logistique générale et de gestion. Du coup, les logistiques LGG et SACG sont répartis, et la structure financière aussi, sont répartis en euros de charges brutes. Et tout ça, ce sera issu de l'onglet 3SA, puisque on sait exactement pour chaque section combien il y a total en charge brute. Donc, on est capable, puisque c'est la clé, de répartir ces euros de charge brute sur les différents champs. Et la LGG, service administratif lié au personnel, va être réparti en fonction des ETPR qui ont été renseignés à l'onglet ETPR. Donc ça, c'est des clés qui finalement vont vous être proposées pratiquement en automatique et qui sont en bas d'onglet, qui sont reportés en bas d'onglet et qui vont du coup se reporter directement dans cet onglet. Vous pouvez évidemment les modifier. Donc, vous, ce qu'il faut que vous regardiez, c'est si vous avez un bon report automatique sur les champs concernés, hein, puisque vous pouvez modifier évidemment cette répartition de clés qui vous est proposée sur ces clés, on va dire, automatiques. Et si vous n'utilisez pas cette clé-là, il va falloir changer la nature de la clé dans l'onglet Setchamp et évidemment dans l'onglet Setlog aussi. Un petit point de vigilance pour la clé de LM Génie Biomédical. On répartit donc, finalement, la clé, c'est le montant de matériel médical brut, qui est dans votre onglet IMO. Et ce montant-là, en fait, il va pouvoir se répartir sur tous les champs que vous avez en onglet IMO. Et il va du coup avoir un seul et même montant pour tout ce qui concerne les activités hors études. Donc là, par exemple, on va avoir des activités hors études qui vont se constituer d'un certain nombre d'activités MCO, d'activités SSR hors ONC, on le voit juste en dessous, d'activités aussi HAD hors ONC. Et donc, ces trois activités ont des immobilisations sans doute dessus. Et dans l'onglet 7 champs, eh bien, on va devoir les dispatcher. Alors que dans l'onglet IMO, c'est regroupé. Donc, vous allez avoir à ventiler, on va dire manuellement, tout le hors-études dans l'onglet 7 champs, en fonction des champs, évidemment, que vous avez. Ensuite, on a des tableaux de contrôle, du coup, qui permettent de visualiser alors, le nombre de clés et l'évolution des montants de charges qui ont été affectés sur les différentes logistiques. On a par exemple, là, en LGG entretien-maintenance, on a, pour cette même logistique, une affectation sur deux champs, les sacs MCO et les sacs SSR. On a comme nature duo sur 2 années consécutives qui sont les mêmes en mètres carrés. On a un nombre de clés pour le MCO qui est de 8829 mètres carrés, alors que l'année dernière, on avait 25 000 mètres carrés. Donc là, on voit qu'il y a une évolution du nombre de clés indiquées. Et en sac SSR, vous avez 25 000 cette année d'indiqués, 25 000 mètres carrés pour 8 800 l'année dernière. Là, c'est assez visible que en 2021, il y a eu une inversion du nombre de mètres carrés entre le MCO et le SSR. Donc, ce tableau de contrôle, il va permettre de voir ça. Et si on ne l'avait pas vu, eh bien, évidemment qu'il y aurait eu un impact à ça. C'est-à-dire que, puisque là, on est dans l'ENC SSR, eh bien, on aurait eu 25 000 mètres carrés divisé par le total des mètres carrés déclarés, donc 33 000 mètres carrés. Donc, on aurait eu 25 000 divisé par 33 000 des charges imputées. Donc, forcément, un impact fort
sur le SSR. Donc, évidemment, on s'attend à des corrections dans ces cas-là. L'onglet setlog, il a comme objectif de répartir les charges, du coup, ces charges de ces champs, du champ du SSR, du coup, maintenant, sur les sections consommatrices. Alors, on attend une répartition de la logistique médicale sur les sections et de la logistique gestion générale et logistique générale et gestion sur les sections consommatrices de la même manière, mais là, ça va être sur les sections consommatrices du champ uniquement. Alors, au niveau de la logistique LGG, sur les sections consommatrices, c'est facultatif. Sur la logistique médicale, c'est obligatoire de ventiler les clés sur les différentes sections. Tout ce qui est hors champ n'est pas indiqué dans l'onglet setlog, évidemment, hein, puisqu'on conserve uniquement le champ d'études. En pied d'onglet setlog, on retrouve, comme en onglet setchamp, les clés automatiques, enfin, dites automatiques, qui sont issues directement des autres onglets. Onglet 3SA, les euros de charge brute et les euros de dépenses médicales de pharmacie. On retrouve le détail des clés de la clé ETPR par section. Donc, ce qui a été finalement les ETPR ventilés sur les différentes sections sont repris stricto sensu. Et le détail aussi pour la LM génie biomédical qui sont issues, ces clés étant issues de l'onglet IMO. Donc, là encore, hein, si les natures de clés sont modifiées en onglet setlog, il faut évidemment les modifier dans l'onglet, en onglet setchamp, il faut les modifier en onglet setlog. On a entre l'onglet setchamp et setlog une colonne d'écart qui doit être évidemment à 0, puisque tout ce qu'on reporte de l'onglet setchamp qui correspond au champ SSR doit être évidemment reporté en onglet setlog. Donc, on ne doit avoir aucun écart sur toutes les lignes de logistique, que ce soit de logistique médicale comme de logistique gestion générale. On doit avoir un écart à 0. Les tableaux, alors, on a un tableau de contrôle 1, 7, 13 qui permet de regarder l'évolution d'affectation des clés entre les sections et l'évolution d'affectation des charges du coup entre les sections et de repérer les erreurs éventuelles dans la répartition des clés entre les sections. Le tableau de contrôle 1, 7, 12 permet de visualiser les écarts qu'on pourrait avoir entre l'onglet setchamp et l'onglet setlog au niveau du nombre de clés et au niveau de la nature des clés renseignées. Donc, à chaque fois qu'on a une cellule surlignée en jaune, ça veut dire qu'on a un écart, en fait, en nombre où on peut avoir un écart sur la nature des UO et il va falloir évidemment le corriger. Au niveau de l'onglet setlog, tout ce qui est logistique générale n'est pas obligatoire. Donc, quand on a des écarts, évidemment, si on a les infos, il faut corriger, mais ce n'est pas totalement obligatoire. Donc, on va refaire une petite pause de temps d'échange.